Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Bonjour, bienvenue sur Beta Série, la radio, pour une nouvelle émission Originals dédiée aux séries qui font l'actu, avec aujourd'hui un coup de projecteur sur Hippocrate, saison 2, suite de cette série originale de Canal+, proposée à partir du 5 avril sur Canal+, et sur MyCanal. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos locaux son showrunner, c'est-à-dire qu'il est créateur, scénariste, réalisateur, Thomas Lilti, pour nous en parler. Bonjour Thomas et bienvenue. Bonjour. Alors avant de parler de cette saison 2 plus en détail, peut-être pourriez-vous nous faire le pitch de la série pour ceux de nos auditeurs qui ne la connaissent pas. Oui, alors c'est une série hospitalière d'une part, mais qui a comme particularité de vraiment plonger du côté des soignants, notamment de suivre l'histoire de quatre internes en médecine, dans l'hôpital public français, donc avec toute la dimension ultra réaliste de l'hôpital et romanesque aussi, parce que c'est des jeunes internes qui se retrouvent confrontés aux grandes thématiques qu'on est amené à croiser à l'hôpital, la vie, la mort, la maladie, la douleur, la souffrance. Donc voilà. Très bien, moi je l'ai vue, je la trouve vraiment exceptionnelle et on va découvrir ensemble donc ce qui caractérise un petit peu cette saison 2 par rapport à ceux qui ont déjà vu la saison 1. C'est une série dans laquelle on retrouve tous ces personnages très touchants, dans lequel on a une immersion exceptionnelle dans ce monde de l'hôpital qui fait particulièrement écho à l'actu, puisqu'elle met sur le devant de la scène la crise à l'hôpital, l'engagement et le dévouement des personnels soignants, tous ces sujets qui font notre actu, la vraie. Cette nouvelle saison démarre en hiver avec un événement dramatique qui lance nos personnages sur de nouvelles péripéties. Une canalisation saute et inonde les urgences de l'hôpital, ce qui force les soignants et les malades à se replier en médecine interne où nous retrouvons nos personnages de la première saison, les jeunes internes, Alison, Hugo, qui poursuivent leur stage, Chloé, qui fait tout pour bien pratiquer malgré sa santé fragile, on l'a vu en saison 1 pour ceux qui l'ont vu, et puis on n'a pas de nouvelles d'Arben, mais ça va peut-être changer, qui était parti sans laisser un mot. En tout cas, dans cette saison, ils vont devoir affronter un hôpital plus que jamais en crise, sous l'autorité du docteur Olivier Brun, qui lui est un nouveau personnage très charismatique, le chef du service des urgences. On vous retrouve juste après la bande-annonce. Ça fait dire, il faut libérer le couloir. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. Mais on n'a jamais fait d'urgence. On le sait, mais on va pas vous demander de faire des choses folles, vous nous aidez, c'est tout. Je comprends pas, c'est quoi qui a explosé? Une canalisation, à cause du gel. Igor, je t'assure qu'aucun patient reste ici. Je compte sur toi. Allez, on bouge, allez. On va où? Des vies basculent, et pas seulement celles des patients. J'ai besoin de quelqu'un pour une urgence tout de suite. Écoutez, pour le moment, on va maintenir les urgences en médecine interne. On tiendra, on n'a pas le choix. Respire bien. Bienvenue aux urgences, mec. On démarre effectivement sur des chapeaux de roue cette saison avec une situation dramatique. On y retrouve donc l'hôpital et tous ces personnages. Avez-vous écrit ce nouvel opus dans la continuité de la saison précédente ou l'avez-vous traité différemment, notamment avec ce personnage du docteur Brun qui est très central? Oui, je l'ai écrit dans la foulée. Je tiens à préciser quand même, parce que c'est important, que j'écris pas tout seul, même si je suis scénariste de la série. J'ai eu plusieurs auteurs autour de moi, dont des auteurs de la saison 1, et notamment Claude Lepape et Anaïs Carpita, qui m'ont accompagné dans l'écriture de la saison 2. C'est important. Et puis, de toute façon, une série, ça reste quand même une œuvre collective, même si c'est vrai que je suis le showrunner et que je suis là du début à la fin de la fabrication de la série. Il faut jamais oublier qu'il y a des dizaines et des dizaines de partenaires qui viennent apporter leur savoir-faire, leur talent. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Ensuite, oui, l'écriture est venue dans la foulée de l'écriture de la saison, de la diffusion de la saison 1, ou en tout cas de la fabrication de la saison 1, avec la volonté de vraiment retrouver nos personnages très peu de temps après la fin de la saison 1, parce que j'avais envie et le désir de continuer leur histoire, c'est-à-dire de les prendre là où je les avais laissés, et de se dire, bon, on est quelques semaines plus tard, quelques mois après la fin de la saison 1, que s'est-il passé? Et de ne pas utiliser l'ellipse entre les deux saisons pour finalement me permettre de repartir de zéro. Ça, je trouvais que c'était très important et que c'était quelque chose aussi qu'avec les auteurs, on pensait qu'on devait aux spectateurs. On n'avait pas le droit de tricher en se disant, en fait, finalement, tout s'est arrangé pendant les deux saisons. Non, nos personnages ont des problèmes à la fin de la saison 1 et ils recommencent la saison 2 avec les problèmes qui sont toujours là. Et puis ensuite, il y a ce désir, quand je commençais à réfléchir à cette saison 2, de faire une saison d'urgence, qui n'était pas le cas de la saison 1. J'avais très envie de parler des urgences. Pourquoi parler des urgences en soi? D'une part, parce qu'il y a l'envie parce que je pense que c'est vraiment un lieu à l'hôpital qui est le reflet profondément du monde qui nous entoure. Quand le monde souffre, les urgences des hôpitaux souffrent. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. Puis j'avais envie de montrer, de parler des soignants en général à travers
à travers la vie de mes personnages qui sont des internes, j'avais envie de montrer ce que c'est qu'en fait d'être un soignant aux urgences, d'être un soignant en première ligne, de montrer aussi cette souffrance au travail que connaissent les soignants et qu'on a découvert cette année. Moi j'ai commencé à tourner la série bien avant. On avait déjà 8 semaines de tournage quand on a été confiné au mois de mars 2020. Mais j'avais envie de parler de cette souffrance, de montrer comment, dans des conditions aussi difficiles, avec le manque de moyens, le manque de personnel, c'était très difficile. Ça provoquait beaucoup de souffrance de faire ce métier, et notamment ce métier d'urgentiste, que ce soit les infirmiers, les infirmières ou les aides-soignants ou les médecins. Et comme ça est né ce personnage très charismatique qui est joué par Bouli Lanners, qui est ce médecin-chef des urgences, qui va débarquer en médecine interne parce qu'en effet, il y a une canalisation qui pète au début du premier épisode. Il y a une inondation dans les urgences et au lieu de dire on arrête, on ne peut pas continuer dans ces conditions, on dit on continue parce qu'à l'hôpital, en fait, on continue toujours. Et donc, on continue et on se rapatrie dans un service de médecine interne où travaillent mes héros. Ça tombe bien, petite astuce scénaristique. Mais surtout, ça raconte de façon romanesque, finalement, un reflet de la réalité, c'est-à-dire un hôpital qui n'est pas adapté, le manque de moyens, du personnel qui n'est pas préparé ou pas toujours bien formé pour la mission qui leur tombe dessus. Et voilà comment la saison 2 démarre comme ça, j'espère, sur les chapeaux de roue, avec ce leader qui est ce nouveau personnage et qui voit que le mur est devant eux et qui risque de se le prendre et qui n'a aucun moyen finalement. C'est comme si la pédale de frein était devenue inefficace. Donc on va se prendre le mur, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et finalement, on se l'est un peu pris là au mois de mars 2020, quoi. Ah, effectivement, c'est un peu le reflet de la réalité. Et là, dans la série, en tout cas, tout le monde s'y met. On a l'impression qu'ils ne dorment jamais, que l'urgence, elle sera dominée parce qu'il y a tellement de motivation, d'esprit d'équipe. Mais pourtant, il y a bel et bien beaucoup de difficultés qui surgissent et qui donnent plein de piment, de peps au scénario au fur et à mesure des épisodes. Je reviens sur le scénario, parce qu'on avait bien noté qu'il y avait pas mal de scénaristes sur cette histoire, ceux de l'équipe de la saison 1 et d'autres qui vous ont rejoint. Comment vous avez géré cet aspect collectif ? Il y a un côté par personnage, par épisode ou... Non, c'est difficile. Il y a pas... On essaye toujours, quoi. Moi, j'apprends l'écriture de la série en même temps que je la fais, puisque Hippocrate, c'est ma première série. Il y avait eu l'aventure de la saison 1 qu'on avait écrit à 4 avec Anaïs Carpetta, Claude Lepape et Julien Lilti. On a écrit à 4. Ça s'était passé de façon un petit peu anarchique, mais finalement très collégiale. La saison 2, on a essayé de mettre en place des ateliers. Ça a fonctionné. Il y a des auteurs qui sont arrivés, puis qui sont repartis. Et puis après, d'autres qui sont restés. Et au final, voilà, chacun a pris une importance différente tout au long de l'écriture. Mais moi, je serais j'ai l'impression que c'est jamais totalement reproductible. En tout cas, ma façon de travailler, il y a quelque chose qui est quand même artisanal, qui est un petit peu de l'ordre du prototype. J'avoue que j'aimerais bien trouver une méthode en disant voilà, on fait des ateliers de temps à temps, chacun s'occupe d'un personnage ou d'un épisode ou d'un synopsis, et en fait, il y a un moment donné où tout se mélange en fait. Et la série doit beaucoup, notamment à la force de travail et d'imagination d'Anaïs Carpita, de Claude Lepape, qui étaient les deux autrices qui m'ont accompagné le plus longtemps et sur l'écriture de cette saison 2. Alors effectivement, il y a beaucoup de showrunners qui passent sur ce plateau et les méthodes sont à chaque fois très différentes d'un auteur à un autre, d'une série à une autre. On parle parfois de certains qui ont des méthodes organiques. Peut-être que celle-ci s'applique particulièrement bien pour le monde de l'hôpital. C'est possible. Peut-être que je manage l'écriture comme Olivier Brun manage le service dans Hippocrate. Mais bon, je ne sais pas si je dois bien le prendre, mais voilà. Si, très très bien. Vous êtes vous-même médecin et j'imagine que vous avez vécu aussi beaucoup d'événements similaires à ceux auxquels nos jeunes internes sont confrontés, aussi peut-être à des interrogations. Dans la série, on réfléchit beaucoup sur leur vocation, leur engagement. Y a-t-il un personnage qui vous est le plus proche, en qui vous êtes particulièrement projeté ? Non, tous les personnages me sont proches. Quasiment tout ce qui est dans la série, je l'ai vécu de près ou de loin. Alors parfois, ça arrive que ce soit certaines des aventures, je parle technique, médicale, soient trouvées, mais été racontées par d'autres auteurs de la série, mais très majoritairement, ce sont des choses que j'ai vécues. Après, on retrouve de moi dans tous les personnages. Alors pourquoi on retrouve de moi dans tous les personnages ? Parce qu'en fait, dans ma façon aussi de travailler avec les acteurs, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mimétisme, parce que j'ai la particularité aussi de réaliser tous les épisodes. Et donc, finalement, les acteurs me connaissent tellement bien que je pense qu'il y a un moment donné où ils me prennent quelque chose, puisque c'est moi qui leur montre les gestes techniques, c'est moi qui leur explique comment
qu'est-ce qui rend crédible en fait le geste médical. Donc obligatoirement, il y a un moment donné, il y a de moi dans tous les personnages. Alors, ce qui paraîtrait le plus évident, c'est de dire que le personnage de Hugo Wagner, qui est joué par Zachary Chasserio, est le plus proche de moi, parce que c'est le fils de médecin. Je suis moi-même fils de médecin. Lui, c'est sa mère qui est médecin. Mais finalement, j'ai pas l'impression qu'il soit plus proche que les autres, que Chloé dans son obstination, cette même forme de dureté qu'elle peut avoir finalement ne m'est pas étrangère. Voilà, je pense qu'on peut retrouver de moi dans tous les personnages. Et surtout, il y a le point commun, je pense, c'est surtout la tendresse et l'affection que j'ai pour les personnages. Et pour tous les personnages de la série, même ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui se trompent, comme Olivier Brun, qui peut faire des erreurs. J'ai énormément d'affection pour eux. Je sais combien ce métier est difficile. Je pense que les comédiens ont beaucoup d'affection pour leurs personnages. Ils ont de l'affection aussi pour les autres personnages. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le collectif et sur ces valeurs dont vous parlez, qui sont au cœur de cette saison 2, qui sont... qu'est-ce que c'est qu'en effet que l'engagement, et qu'est-ce que c'est l'engagement quand on a 25 ans, qu'est-ce que c'est que de passer sa vie à l'hôpital, que l'hôpital qui mange tout, qui empêche quasiment d'avoir une vie à côté. Et ça, c'est des questions qui m'intéressent. Parce que, évidemment, c'est une série hospitalière, mais j'espère que ce n'est pas qu'une série hospitalière. Très différent des autres séries hospitalières, pour le coup. J'espère, parce que c'est surtout une série, finalement, si je devais la définir, je crois que c'est une série sur la jeunesse au travail. Profondément, c'est ce que je pense. C'est un sujet qui me passionne, que j'ai traité aussi dans mes films. C'est vrai que la jeunesse, elle est souvent, pas toujours heureusement, mais elle est souvent racontée comme une jeunesse soit désœuvrée, soit en train de faire la fête, soit qui a égoïste. Et là, on a une jeunesse qui est tournée vers les autres, qui a envie de prendre sa vie en main, son destin. Et je trouve qu'elle est maltraitée, cette jeunesse. Et à l'hôpital, on le voit bien, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils ont subi des sélections très difficiles, des concours compliqués, injustes parfois. Et puis là, c'est encore difficile et c'est encore injuste. Et c'est encore très dur. Et pourtant, ils s'accrochent parce que profondément, ils ont en eux une identité de soignant qui fait que c'est plus fort qu'eux. Le plus important pour eux, ce qui les réunit tous quand même, c'est leur passion pour la pratique de la médecine et pour le fait de soigner les autres. Et ça, c'est quelque chose qui moi, m'intéresse beaucoup. Alors, en tant que showrunner, vous avez construit tout un univers. Bien sûr, il y a vos connaissances du terrain, mais avez-vous eu aussi des influences, je dirais, artistiques, d'autres séries, des films, pour construire cet univers, pour le traiter ? Bien sûr. Bon, déjà, j'arrive pas tout à fait vierge quand je fais Hippocrate, puisque Hippocrate avait déjà été un film, et puis j'ai déjà des films de cinéma derrière moi, donc je crois que je continue, j'espère en tout cas, à progresser, à apprendre en faisant, puisque j'ai appris en faisant les films, donc j'espère que je progresse. Mais après, cet univers, il avait commencé déjà à se construire, en effet, en amont. Et puis, des références, il y en a toujours, il y a des références de cinéma que j'ai depuis longtemps, que ça puisse être le cinéma social anglais, mais aussi parfois le cinéma italien, politique, comme le cinéma de Ken Loach pour les Anglais, mais Nanni Moretti pour les Italiens, pas pour citer que ces deux-là, mais je pourrais en citer d'autres. Je suis aussi très sensible au cinéma romanesque, puisque Hippocrate, on a souvent tendance à la limiter à une série ultra réaliste sur le monde de l'hôpital, mais on est très loin du documentaire. En fait, ce qui j'espère plaît aux gens dans Hippocrate, c'est l'aventure de mes personnages. C'est une série de personnages qui ont des aventures romanesques, qui sont même si je me reconnais en eux, ils sont 1000 fois plus passionnants que moi. Ils ont des aventures 1000 fois plus intéressantes que ma vie finalement assez banale d'une certaine manière, en tout cas par rapport à ce que eux vivent. Donc j'ai des références sont très romanesques. Pour ce qui est des séries hospitalières, moi, j'ai grandi. Non, mais j'ai fait mes études de médecine pendant les années 90, 94. Je crois que c'est le début d'Urgence à la télévision française. Donc, évidemment, Urgence, ça a été une référence pour moi. Parce que j'ai grandi pendant... Je savais pas que je ferais un jour une série hospitalière. Mais ça m'a... Moi, en tant qu'étudiant en médecine, ça me nourrissait beaucoup. Après, les autres séries hospitalières, ce sont pas... Je me suis pas construit contre. Mais c'est vrai que souvent, l'hôpital, ce qui me désolait, c'est que était utilisé
comme prétexte pour faire de la série hospitalière. On va dire Dr House, c'est quand même plutôt de l'énigme, Oui. ou du soap, comme Grey's Anatomy. J'ai rien contre, mais moi, en tant que jeune médecin, étudiant en médecine, ou médecin un peu plus confirmé, On ne parlait pas de vous et de ce que vous viviez au voilà, quotidien. c'était pas ce que je vivais. Ouais. Et on parlait pas vraiment des soignants. Et on parlait des soignants, mais on parlait pas de la problématique. Qu'est-ce que c'est que le soin? Parce que moi, ce qui me passionne, c'est qu'est-ce que c'est que le soin? C'est quoi ces gens, ces vies dont on se lève le matin et on va pour aller soigner les autres? Et là, quoi. il y a Ça beaucoup me d'endroits passionne. très techniques dans la série. Mm. Pourtant, on s'ennuie jamais et c'est pas grave si on comprend pas tout, parce que effectivement, vous mettez la trame narrative et puis comment réagit le personnage par rapport à ça. Mais il y a des moments qui nous ont fait penser, nous, dans un autre registre, à Mr. Robot, dans lequel c'est très technique aussi, mais pourtant, eh bien, c'est l'histoire et les personnages qui passent en priorité. Oui, on s'interdit jamais avec les auteurs ou après avec tous les partenaires de travail sur le tournage, les producteurs. On s'est jamais interdit de se dire, on se doit d'être fidèle à la réalité. C'est un prérequis. Donc, s'il y a des termes techniques qui sont incompréhensibles, eh ben, on utilise les termes techniques incompréhensibles. Ce n'est pas grave, c'est pas ça qui se joue. Et d'ailleurs, très vite, le spectateur, il tombe sur ses pattes. Bon, en plus, cette année, le monde de l'hôpital est tellement rentré dans le quotidien des gens. Si je vous avais On a demandé pris beaucoup de termes techniques. il y a un an ce qui était un test PCR, vous auriez certainement pas su. Aujourd'hui, vous savez approximativement. On apprend ce que encore des c'est. choses dans votre série, Voilà. parce que le caisson hyperbare, moi je connaissais pas, Eh ben et ouais, c'est vraiment incroyable. C'est quoi. incroyable, le caisson hyperbare qui apparaît en deuxième épisode. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient de mes études, puisque j'étais dans un service où il y avait un caisson hyperbare. Donc, vous allez découvrir si vous voyez la saison. On ne Mais spoil pas, ouais. on va pas spoiler le caisson hyperbare, mais c'est vrai que j'aime ces termes techniques. Et puis, pour rassurer le spectateur, sachez surtout quand même que les acteurs ne comprennent pas grand-chose non plus aux termes techniques qu'ils utilisent, et ça les empêche pas de vivre, de ressentir les émotions qu'ils essaient de faire passer. En effet, c'est pas très grave de pas comprendre. Et puis je pense que ça fait aussi un peu le sel, et ça donne aussi ce sentiment de plonger vraiment dans les coulisses de l'hôpital. D'immersion, Ouais, d'immersion, c'est ce vocabulaire qui est pas folklorique du tout. Hein. Je l'utilise pas pour faire genre série médicale. C'est profondément parce que c'est les termes, c'est le vocabulaire qu'on utilise, et c'est indispensable. Vous parlez des acteurs, il y a beaucoup de monde pour créer aussi cette espèce d'urgence permanente. On se rend compte que les couloirs sont encombrés, donc il n'y a pas que des acteurs, il y a eu un casting exceptionnel. Ils sont tous acteurs en fait, ou... Non, il y a un mélange, mais c'est vrai que, alors, on n'en parle pas souvent quand on m'interroge sur la série, et pourtant je trouve que ça a été on va dire un des obstacles, et en même temps des grandes satisfactions. Une des grandes satisfactions de cette saison 2, c'est qu'il y avait une volonté d'avoir beaucoup de monde. Bon, ça coûte très cher d'avoir du monde, évidemment, mais surtout, c'est compliqué en mise en scène. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et donc, on a décidé qu'il y ait énormément de figuration, le plus possible, que les couloirs soient toujours bondés de monde. Je crois que ça amène comme ça une sorte de pression permanente sur les soignants. Et puis, il y a tous les seconds ou petits rôles. C'est pas très joli, ce terme de petits rôles, parce qu'en fait, ce sont des personnages, pour moi, qui sont très importants. C'est la famille Hippocrate, d'ailleurs, c'est comme ça qu'eux-mêmes se définissent. Ce sont tous ces personnages de soignants, un infirmier, une infirmière, un aide-soignant, qui sont un peu omniprésents, qui sont un peu là tout le temps, qui parfois n'ont pas de dialogue, parfois ont un petit peu de texte, etc. Ils sont indispensables à la cohésion. Ils sont des rôles à part entière. Ils sont très importants pour moi. Sans eux, franchement, la série, elle s'effriterait totalement. On ne peut pas juste se reposer sur les personnages principaux. Et puis, parmi ces acteurs-là, il y a des noms professionnels. Il y a des vrais infirmiers, des vraies infirmières. Ils sont on va dire, dans les rôles vraiment identifiables. Ils sont 3-4, mais qui sont indispensables pour moi. D'une part, ils m'apportent beaucoup de leur connaissance et de leur savoir infirmier, qui n'est pas le savoir que j'ai. Moi, je suis médecin de formation, et donc il y a tout un savoir technique que je maîtrise mal. Ils me l'apportent, c'est indispensable. Et puis surtout, ils sont de formidables comédiens, de formidables partenaires. Et nous, on tourne dans un vrai hôpital, donc on est dans une aile désaffectée d'un vrai hôpital. Et l'idée comme ça qu'il n'y ait pas d'étanchéité entre le monde réel et le monde de la fiction, c'est indispensable pour moi. Pour les acteurs, c'est très important. Ils sont tout le temps comme ça, ils infusent vraiment dans ce qu'est l'hôpital, et je pense que ça apporte beaucoup, je crois, j'espère, c'est aux spectateurs d'en juger, mais moi en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction pour recréer la réalité de l'hôpital. Oui, on voit qu'en ayant la casquette à la fois création mais réalisation, vous êtes projeté dans la réalisation, et donc effectivement anticiper les contraintes. Il y a cette unité de lieu comme ça. Alors c'est une aile désaffectée, mais c'est un vrai hôpital, hein. Je crois qu'on regarde la saison 2 encore plus que la saison 1.
on a vraiment l'impression qu'on a lâché les acteurs Exactement. au milieu d'un hôpital en plein fonctionnement En vrai, quoi. et un hôpital en grande difficulté. Et ça, c'est vrai que c'est une grande satisfaction de réalisateur, parce que c'est un peu une forme de prouesse. Moi, c'est ce que je cherche depuis des années dans mes films, dans la saison 1, à donner ce sentiment c'est pas être dans du documentaire, parce que profondément, on est dans quelque chose quand même de très romanesque. Et d'ailleurs, ça pourrait m'être reproché de dire l'hôpital, c'est pas exactement ça. Non, moi, c'est un hôpital de fiction. Mais pourtant, quand on regarde les images, on a l'impression qu'on est au cœur d'un vrai hôpital. C'est excessivement crédible. Et pourtant romanesque. Mais la Merci. crédibilité, elle est vraiment à chaque scène. C'est passionnant, il y a plein de questions, plein de sujets. On arrive quasiment au bout de cette interview. Juste, alors la série elle est bouclée en 8 épisodes de 52 minutes, je crois. On s'attache toujours plus aux personnages, à leur vie, à leur progression. Déjà, vous savez s'il y aura une petite saison 3 là qui... Une petite, je sais pas, Une une grande grande, saison 3? j'espère, mais... oui, je crois que le désir de tout le monde, le mien, celui des comédiens, celui du diffuseur Canal+, je crois que c'est que Hippocrate puisse continuer à exister. Moi, là aujourd'hui, la saison 2 n'est pas encore, au moment de cette interview, n'est pas encore en diffusion, donc c'est toujours très difficile de se projeter. Ce que je sais, c'est que quelque chose que je crois avoir compris et que j'aime dans les séries, c'est que je pense que les personnages n'appartiennent pas aux créateurs, n'appartiennent pas aux réalisateurs, n'appartiennent pas aux scénaristes, ni même aux acteurs. Je pense qu'il appartient aux spectateurs. Et que, de toute façon, ces personnages, là où je les laisse, fin de la saison 2, ils sont voués à continuer à exister, au moins dans l'esprit des spectateurs. Donc, je crois que ce serait presque, si la saison 2 plaît, ce serait presque interdit de ne pas continuer l'histoire des personnages. Je vous le confirme, on s'attache à eux, on les cherche dans les couloirs en même temps que les acteurs cherchent les autres acteurs. Nous, on cherche les personnages parce qu'effectivement, ils sont débordés, on a envie de les aider, on voit qu'ils font de leur mieux. C'est vraiment des grands moments humains. Donc, on aime vraiment beaucoup. Vous auriez un dernier petit mot pour nos auditeurs, pour qu'ils découvrent la série s'ils ne la connaissent pas déjà, parce que la saison 1, elle est disponible aussi sur Canal, ou alors qu'ils aillent directement voir cette saison 2 impressionnante. Un petit pitch rapide. Un petit pitch, un petit mot pour donner envie de Ouais. regarder la saison 2. Ouais. Je pense que il faut regarder la saison 2, même si on n'a pas vu la saison 1, mais d'une part parce que je pense que il y a un an, on était en train d'applaudir les soignants aux fenêtres. On ne les applaudit plus aujourd'hui. On a tous pris conscience il y a un an du travail incroyable qu'ils faisaient. Quand je parle des soignants, évidemment, c'est les médecins, c'est les aides-soignantes, c'est les infirmiers, c'est tous les gens qui travaillent dans l'hôpital public. L'hôpital, il y a toujours un jour où on y sera confronté, soit pour des moments heureux, pour la naissance d'un enfant, soit pour des moments malheureusement beaucoup plus tristes, le décès d'un proche. Mais tout le monde y est confronté un jour, soit pour soi-même parce qu'on tombe malade. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'hôpital, évidemment que c'est un milieu anxiogène, mais on y vit des choses tellement puissantes, c'est tellement fort ce rapport à la vie, à la mort, de voir ces jeunes gens qui se démènent. Je pense que pour ces raisons-là, pour la puissance émotionnelle de la vie de ces soignants, alors qu'ils sont finalement peu valorisés, je pense que de se confronter à Hippocrate, ça peut être que salutaire. Ouais. Au-delà de la série qui, en plus, est encore une fois très très bien exécutée, un super mais ça, moi, riff, c'est pas à moi de le dire, une évidemment. musique, c'est toute une équipe. Mais en tout cas, on vous félicite. Merci beaucoup Thomas d'avoir accepté notre invitation et partagé avec nous les secrets de la création d'Hippocrate saison 2 à partir du 5 avril sur Canal+ et sur MyCanal en intégralité. Nous souhaitons beaucoup de succès à la série, en France, on n'en doute pas, et à l'international, et vous donnons rendez-vous donc, pour une saison 3. N'oubliez pas de suivre Hippocrate, saison 1 et 2, dans vos agendas Beta Série. Et à très bientôt pour une nouvelle émission Originals sur Beta Série La Radio. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.